avec d'une part nos deux invités. William Tay, bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire, plutôt classé à droite, on va dire. Oui, plutôt, oui. Nous sommes avec Nicolas Corato, bonjour. Président du think tank Place de la République, plutôt classé à gauche, on peut le dire. Oui, on peut le dire, oui. Bon, 0826 300 300, on file à Béziers. Tiens, une ville de plus en plus difficilement classable, faut bien le dire aussi. On est avec Christian qui nous appelle. Bonjour Christian. Oui, bonjour à tous. Soyez bonjour à bienvenus. Nicolas et à William aussi. Bonjour. Bonjour à vous, soyez bienvenus. Merci pour votre bonne humeur, mon cher Christian. On pose cette question ce matin sur Twitter. La différence pour vous entre un Premier ministre, Michel Barnier et un Premier ministre Gabriel Attal, est-ce la même chose, un progrès ou un recul pour vous? Alors, pour moi, je crois qu'il y a trois sujets fondamentaux qui les différencient. Le premier, naturellement, c'est l'âge. Qui implique derrière le deuxième point qui est l'expérience et la connaissance. Je crois que Gabriel Attal n'est pas resté très très longtemps Premier ministre. Quant à Michel Barnier, lui, il a quand même eu pas mal de postes de ministre, donc il a une expérience qui est quand même un peu plus importante que celle de Gabriel Attal. Et le troisième point, c'est les appartenances au parti. Il y en a un qui appartient au parti du président actuel, l'autre qui appartient au LR. Ces trois points-là sont quand même des points qui sont assez importants et qui les différencient pas mal. Et le dernier point qui est important, c'est quand même la performance de Michel Barnier donc dans le temps, avec ses engagements. Ils sont respectables. Bon, après, on les apprécie pas, ça c'est un autre débat. Ce qui est aussi important, c'est que Michel Barnier, à mon avis, sera plus indépendant vis-à-vis du président de la République que Gabriel Attal ne l'a été. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a nommé Gabriel Attal, et après, d'une manière assez simple de le virer, il a créé une dissolution. C'est pas très très sympathique pour Gabriel Attal. Alors ça lui a pas plu manifestement. Je ne sais pas si c'était l'objectif numéro 1 de la dissolution, mais en tout cas c'est vrai que ça ne lui avait pas plu. Mais du coup, c'est une meilleure chose ou pas, vous? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Écoutez, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, il faut attendre d'abord la nomination du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un bateau et vous changez pas le capitaine du bateau, parce que c'est toujours le même, c'est Macron, et vous changez son second alors que votre bateau est en train de couler. Il va falloir qu'il se dépêche rapidement à faire un équipage qui soit valable pour essayer de renflouer le bateau. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce monsieur, il a quand même un énorme mérite d'avoir accepté la tâche, parce qu'elle est quand même vraiment pas facile du tout. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, mon cher Christian, ne vous attendez pas à des miracles. Même, il a dit, méfiez-vous des premiers ministres qui vous promettent des miracles, mieux vaut du progrès. Il est plus terre à terre manifestement. Mais écoutez, merci en tout cas Christian. Depuis Béziers, dans les écoutez, voilà mon avis. 0826 300 300. On va débattre de votre avis, mon cher Christian. Vous tous qui nous écoutez, vous prenez la parole. 0826 300 300. Méfiez-vous des premiers ministres qui vous promettent des miracles. Bon, vous, Nicolas Corato, vous attendez pas à un miracle. Vous êtes plutôt du côté de ces Français qui, par milliers, ont manifesté contre l'arrivée de Michel Barnier hier à Matignon. Ce que je trouve miraculeux, c'est la nomination de Monsieur Barnier à Matignon, qui relève, pour le coup, une sorte de magie institutionnelle, de magie noire institutionnelle, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est la même chose les deux? C'est certainement pas le même style. C'est certainement pas le même style, mais c'est le même camp. Désormais, c'est très clair. Ils sont dans le même bateau, avec des nuances, bien entendu. Mais enfin, il y a très clairement un camp à droite auquel ils appartiennent tous les deux, et puis un camp à gauche. Ça, c'est assez clarifié. La différence institutionnelle, c'est que M. Attal était un Premier ministre qui avait une majorité relative, et M. Barnier est un Premier ministre, si j'ai bien compris, sous surveillance démocratique. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella, le président du RN. Ça vaut son pesant de cacahuètes du Rassemblement national. Et donc, institutionnellement, c'est très très différent. Et M. Barnier est à la merci d'une autre surveillance démocratique, on va dire, qui est celle du président de la République. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre auditeur. Certes, il sera peut-être fonctionnellement plus indépendant que M. Attal, mais il est sous la menace de la dissolution. Effectivement. Puisque s'il y a dissolution demain, il n'y aura pas de Front populaire. Il n'y en aura pas demain. Non, mais s'il y a dissolution dans un an, et Emmanuel Macron a cette arme en main, il sait qu'il l'a. Comme il n'y aura plus de Front populaire. Pourquoi il n'y en aura plus? Parce qu'il n'y aura plus de Front populaire. Pourquoi il n'y en aura plus? Parce que la gauche va tirer les conclusions de ce qui s'est passé là. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est hors de question désormais de
permettre à la droite d'organiser l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national en se soutenant les uns les autres. C'est ce que vous avez fait, pardonnez-moi. Oui, voilà, vous parlez du Front républicain, oui, pas du Front populaire. Oui, il n'y aura plus de Front républicain. Oui, c'est un joyeux lapsus du dimanche matin. C'est ça. Il y aura peut-être plus de Front populaire d'ailleurs. Il y aura peut-être plus de Front populaire non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y aura plus de Front républicain et donc Monsieur Barnier va vivre sous la menace d'une dissolution qui pourrait faire disparaître définitivement les Républicains de l'arc à l'Assemblée nationale. Effectivement. Bon, William T, est-ce que vous voyez une cohabitation avec Michel Barnier ou alors une forme de coexistence, voire une coalition? Ça ressemble de plus en plus à une coalition. Oui, mais je vais juste répondre au point précédent. Alors, faire des prophéties en disant que le Front républicain est mort, je crois que ça fait 20 ans qu'on dit que le Front républicain est mort. Finalement, il a très bien résisté, il a très bien tenu, et les Français ont montré qu'ils étaient capables de voter, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Parce qu'il faut pas oublier, parce que à chaque fois on dit à peu près la même chose, le Front populaire a sauvé le camp macroniste, mais l'inverse est vrai, les macronistes ont sauvé le nouveau Front populaire, et sans le nouveau Front populaire, pas dans la même proportion. Quand même. 75% des électeurs macronistes ont voté pour le nouveau Front populaire. Mais sur combien de circonscriptions? Pour combien de députés? Sur une centaine. Donc c'est quand même beaucoup. Voilà. Pardon, mais, mais il faut le dire quand même, Nicolas Corato. Non, mais il faut le dire. Bah oui, c'est l'inverse, c'est vrai. À chaque fois, c'est toujours le même camp. Non, mais la gauche se targue énormément et elle a raison d'avoir le plus de députés, d'avoir gagné le second tour, c'est un fait. Mais elle les aurait jamais gagnés sans les voix centristes. Sans les voix macronistes. Donc, jamais. Donc il faut arrêter cette mythologie. La deuxième mythologie qui est donnée, c'est que on a l'impression que le nouveau Front populaire a gagné, etc., que ils peuvent barader, ils peuvent manifester, quasiment qu'ils tiennent le jour. Non mais qui sont en tête, on est une démocratie parlementaire, pour pouvoir gouverner, il faut avoir une majorité. Et en l'occurrence, si personne n'a de majorité, il faut pas avoir de majorité contre soi. Or, quand on fait les calculs, on peut pas dire à la fois que les Républicains sont alliés avec le camp présidentiel et de l'autre côté, on a le plus de députés. Parce que si je compte, parce que peut-être que je sais pas compter, les Républicains plus les centristes, ça fait plus de députés que le nouveau Front populaire. Sauf que Nicolas Corato sait compter aussi, il vous dira que 40 députés à peu près pour les Républicains, c'est un peu court pour avoir Matignon. Et pourtant, c'est ce que les Républicains ont gagné. Oui, mais quand vous faites une coalition dans les autres pays européens, c'est normal que le deuxième poste soit donné aux partis de la coalition. C'est tout à fait normal. C'était déjà arrivé, par exemple, à l'époque, l'UMP donnait aux centristes le poste de Premier ministre, alors que pourtant les centristes n'avaient pas beaucoup de postes. Ensuite, après, on revient sur le sujet le plus important. La différence entre Barnier et Attal est multiple. Le premier, c'est qu'ils font pas partie de la même psychologie et le même logiciel politique. Le premier, Gabriel Attal, fait partie de ce qu'on appelle le nouveau monde. C'est à peu près une arrogance sans résultat. Alors que Michel Barnier a au moins l'humilité de dire qu'il a l'intention de faire sans promettre des résultats qui sont importants. Le deuxième, c'est l'autonomie politique que vous avez par rapport au président de la République. Parce que si Attal avait quelques bonnes volontés, il ne pouvait pas agir sans la concertation, du camp présidentiel et du président de la République. Donc il n'y avait pas de politique autonome. Pourtant, les ponts étaient coupés à la fin. Donc en fait, le logiciel que vous posez comme question, c'est est-ce que Barnier est différent d'Emmanuel Macron? L'autre point ensuite, après, c'est les priorités que vous mettez en termes de politique publique. Et je pense, moi, que Barnier a un avantage qui est très fort par rapport à Macron et à Attal. C'est que, pour reprendre la phrase de Winston Churchill, Barnier pense à la prochaine génération alors que les autres pensaient à la prochaine élection. Tout simplement parce que Barnier est en fin de carrière et que dans son discours qu'il a tenu lors de vos confrères, par rapport à vos confrères de TF1, il a quand même donné quelques points importants. Il faut combattre ce qu'on appelle la dette financière. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a fait exploser la dette de 1000 milliards d'euros en 7 ans, alors que 50 ans de président de la République, ça fait 2000 milliards d'euros. Le deuxième paramètre, c'est la dette qui parle de dette écologique. Donc on voit bien qu'il a la volonté de transmettre un pays qui soit dans un meilleur état après son départ que lorsqu'il a récupéré Matignon. Le scepticisme de Nicolas Corato. Non, moi je bois vos paroles. Je trouve que l'inventaire que vous faites des quinquennats Macron me convient parfaitement. Je signe. Et je suis heureux qu'une voix dans votre camp s'exprime de la sorte. Michel Barnier est-il l'homme qui pense aux générations futures? Ça, il faudra voir dans les actes ce qu'il va produire. On va voir. Que Monsieur Barnier n'ait pas d'ambition, c'est un mot que vous posez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'en aura pas? On en a connu des premiers ministres qui étaient annoncés en n'ayant aucune ambition à Matignon et qui se sont inventés des destins présidentiels. Monsieur Barnier n'est pas si âgé que ça pour pouvoir prétendre à la plus haute fonction de notre État républicain. Rien n'empêchera Monsieur Barnier de devenir un candidat potentiel. D'ailleurs, vous remarquerez qu'une des premières personnes qu'il a invité à Matignon, c'est Édouard Philippe. Effectivement, on voit bien quel est le lien qui peut se faire. Premier ministre qui vient de déclarer sa candidat officiel à la présidence de la République. Ensuite, dernière chose, moi je suis moins enthousiaste que vous sur les mois à venir, non pas par rapport à la situation institutionnelle, mais par rapport à la situation sociale. On va connaître en France une expérimentation quasiment inédite dans l'histoire du monde occidental. Un gouvernement qui va vouloir mener une politique d'austérité, parce qu'il faut appeler les choses
Vous vous dites qu'il faut s'attaquer à la dette, très bien, mais ça va Qui dire... va vouloir ou qui va devoir pour Qui va vous vouloir ou devoir. Qui va vouloir ou devoir. Mais peu importe, qui va mener une politique d'austérité alors qu'il est perçu, et je dis bien perçu, comme illégitime par une très grande partie de la population. Je ne sais pas si cette partie est majoritaire ou minoritaire, mais il y a beaucoup de Français qui perçoivent ce gouvernement comme étant illégitime. Ça, c'est un fait également qu'on peut objectiver. Et ça, c'est inédit. Comment mener une politique d'austérité quand on a une très grande partie de la population qui ne reconnaît pas, qui ne vous reconnaît pas comme un gouvernement illégitime. Et que, effectivement, il faut bien le reconnaître, les Français, au premier tour, en tout cas, n'ont pas voté pour des politiques d'austérité. C'est pas ce qu'annonçait le RN, c'est pas ce qu'annonçait la gauche non plus, William T. Oui. Léger problème démocratique là-dessus, malgré tout. Non, mais il faut différencier la légitimité de position et la légitimité d'action. Est-ce que M. Barnier est légitime à ce poste? Eh ben, c'est celui qui a le plus de députés. En tout cas, c'est celui qui a le moins de députés contre lui. Donc, il a quand même un avantage de position. Maintenant, il a un problème. Et c'est le problème que rencontre tout le personnel politique depuis quelques dizaines d'années. C'est qu'ils n'ont pas de légitimité d'action. Ils n'ont pas été élus pour le mandat qu'ils prévoyaient de faire. Et donc, M. Barnier n'a pas été élu, ou en tout cas, M. Macron et la coalition qui dirige n'ont pas été élus pour porter un programme dit de rigueur. Pourtant, on fait face à une difficulté. C'est qu'on est sous procédure de déficit excessif. On est sous un gouvernement quand même qui a cramé la caisse avec une explosion du déficit public. On avait l'impression que c'était Jean-Luc Mélenchon qui était au pouvoir. Et maintenant, il faut pouvoir s'attaquer au véritable problème. C'est-à-dire qu'on a 5,6% de déficit. Il faut arriver à 3%. Si vous prenez 2 points de PIB, ça correspond à 60 milliards d'euros. D'économie. 60 milliards d'euros. Ou alors de rentrée fiscale supplémentaire. De rentrée fiscale supplémentaire. Pour donner une illustration, la réforme des retraites appliquée à plein régime, c'est 12 milliards d'euros. Donc, ils font entre 4 et 5 réformes des retraites. C'est-à-dire qu'ils ont laissé un véritable boulet fiscal et bilan économique. On va se retrouver avec un paradoxe assez drôle. C'est que un Premier ministre de droite va être obligé d'augmenter les impôts. Bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts parce que c'est contraire à la politique de la justice fiscale, c'est ce qu'il a promis. Oui, non, mais la justice, oui, mais c'est pas parce que vous augmentez, par exemple, il y a plusieurs justices fiscales que vous pouvez évoquer. La première, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôts sur le revenu. La deuxième, c'est que 10% des Français les plus riches payent 77% du produit des impôts sur le revenu. Donc on peut parler de justice fiscale de manière différente que celle qui est évoquée constamment et continuellement par les personnes qui ne s'attaquent pas véritablement au problème. Et puis surtout, la coupe de l'affaire le montre très bien, c'est que trop d'impôts tue l'impôt. Le point essentiel que je veux revenir dessus, c'est que pour pouvoir mener un programme, il faut avoir un consentement démocratique et il faut trouver une légitimité. Or, je pense que les Français ont acheté un discours qui était intéressant, comme ils ont plébiscité Édouard Philippe à la sortie du Covid, c'est qu'il faut enfin dire la vérité aux Français pour pouvoir s'attaquer au véritable problème, le mal français qui nous ronge et qui fait en sorte que nous soyons dépendants davantage des marchés financiers et de Bruxelles que des électeurs français qui choisissent un choix souverain. C'est sous Édouard Philippe que les Gilets jaunes se sont révoltés aussi, il faut bien le dire. En un mot, votre conclusion, Nicolas Corato. En un mot, moi je partage ce que vous dites, j'y ajoute que en 30 ans, la droite a creusé le déficit, elle a été incapable à chaque fois qu'elle l'a annoncé de réduire la dépense publique. Les 2 quinquennats qui viennent de se dérouler, je pense aussi à celui de Monsieur Sarkozy, la seule moment en 20 ans où la dette a été réduite, c'est sous François Hollande et Michel Sapin. Donc, si vous voulez, il faut pas faire de procès de droite comme de gauche. Après, il faut regarder les choses objectivement. Dans ce pays, nous ne savons faire qu'une seule chose. Augmenter la pression fiscale. Nous sommes et nous avons une fonction publique à Bercy qui ne sait faire que de créer de l'impôt, qui est incapable de gérer le budget de l'État et la dépense publique. Et ça n'est pas une affaire de volonté politique, c'est une affaire de technocratie et d'organisation de l'État. Et ça là-dessus, nous sommes les champions de la création des impôts. Nous avons inventé la TVA, nous avons inventé l'impôt sur le revenu, nous en inventerons d'autres demain, on peut leur faire confiance, mais ne leur faites pas confiance pour mieux gérer le budget de l'État. Et vous auriez fait confiance en revanche à un gouvernement du nouveau Front populaire pour pas le faire ? Avec les mêmes réserves et les mêmes alertes. Bon, merci en tout cas Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Merci à vous William T, président du think tank Le Millénaire.